Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette seconde série de vidéos qui vise donc au transfert de compétences et à l'aspect plus pratique de l'utilisation des différents modèles que nous avons étudiés dans le cadre du projet d'Emerstem, nous allons étudier un modèle de production Java développé par Winker et qui va donc s'intéresser à la dynamique de la biomasse. Donc, comme on l'a explicité dans la partie théorique, on va s'intéresser donc à cette dynamique de la biomasse et la modéliser. Et pour cela, on va utiliser un modèle dit à espace d'état, qui va être donc structuré en couches, et dans lequel on va pouvoir distinguer un espace, un champ latent, qui correspond au processus écologique d'intérêt, à savoir la biomasse et son évolution au cours du temps, avec cette petite spécificité dans Java qu'on va noter cette production P, en prenant une proportion de biomasse par rapport à la biomasse à l'état vierge. Et on va aussi disposer de modèles d'observation qui vont permettre de décrire l'évolution de l'abondance au cours du temps, avec des indices d'abondance issus de CPE ou de survey scientifique. Et pour ces différents modèles, on va estimer un ensemble de paramètres. Alors, l'une des particularités de ce modèle de Java, c'est qu'il va être réalisé dans une inférence bayésienne, et on va donc récupérer des priors pour chacun de ces paramètres. Seconde spécificité, c'est qu'on va prendre explicitement en compte une certaine stochasticité dans la construction des modèles, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître une erreur dans l'estimation du champ latent, donc de la biomasse, en prenant en compte une erreur de l'aléa, de la variabilité, avec ce terme état qui va suivre une loi qui varie dans le temps. Et de même, pour les observations, on va prendre en compte une erreur d'observation, on va explicitement prendre en compte le fait qu'il y a de l'incertitude dans nos estimations. Donc le programme il va être le suivant, on va commencer par étudier un petit peu quelles sont les librairies dont on a besoin, comment on gère son espace de travail et tout ce qui va être préparation du modèle, donc récupérer les données et quelles données, dans quelle va être leur structure. Ensuite, on va s'intéresser à la paramétrisation. En particulier, on va s'intéresser à tous les priors qu'on va utiliser. On va ensuite faire tourner le modèle, étudier un petit peu comment ça se fait, puis réaliser une analyse complète avec la convergence des paramètres, l'analyse des résidus, une analyse rétrospective et une analyse par hindcasting. On va donc définir un peu plus au cours de l'étude. Et enfin, on va étudier les sorties graphiques. Donc on va passer sur R. La première particularité de Java, c'est qu'on va avoir besoin d'utiliser un programme de simulation bayésienne, donc JAX. Il va utiliser des chaînes de Markov-Monte Carlo, qu'on va noter MCMC. Et la particularité de ces chaînes de Monte Carlo, de Markov-Monte Carlo, c'est qu'elles vont se baser sur un algorithme d'échantillonnage issu de distribution de probabilité. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, on va réaliser un nombre important de simulations. À chacune de ces simulations, on va récupérer une estimation d'un paramètre, et on va donc pouvoir reconstruire sa distribution de probabilité. À savoir que, par exemple, si on s'intéresse à un paramètre A, on va avoir un certain nombre de valeurs entre 0 et 1, admettons, et en réalisant un nombre important de simulations, on va pouvoir identifier comment se construit sa distribution de probabilité et où est-ce qu'on a le plus de probabilité d'observer son estimation. Et donc on va récupérer, on va parler de distribution a posteriori. On redétaillera ça un petit peu après.
Donc pour faire tourner Jabba, on va avoir besoin de Airjags. On peut le télécharger en ligne à cette adresse. Et une fois que ça a été installé en local, on va pouvoir l'appeler et l'utiliser sur R. Ensuite, évidemment, on va avoir besoin du package Jabba. Et également, pour récupérer des priors sur les stocks, sur les paramètres associés au stock, on peut utiliser le package FishLife. Cette étude, on va la réaliser de même que l'analyse en pseudo-équilibre via les données du TIOF. Donc en Mauritanie, Sénégal, on va utiliser ces données-là. Et la première chose à faire, ça va être donc de les appeler, de récupérer tous ces packages et les données, puis de construire notre espace de travail. Parce quand on va faire tourner Jabba, on va pouvoir enregistrer, sauvegarder des modèles qu'on peut ensuite réappeler, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Et de la même manière, on peut faire tourner plusieurs modèles en même temps. Donc c'est important d'automatiser un petit peu le processus et ça permet, en spécifiant correctement ces chemins de travail, on va pouvoir gagner du temps. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on précise, on précise bien cet espace de travail. Si on voulait réaliser une autre évaluation de stock que pour le TIOF, il suffirait d'actualiser cet espace de travail. Ensuite, les données d'entrée, on va avoir besoin d'indices d'abondance avec cette petite particularité que les indices d'abondance, cette fois-ci, on ne va pas avoir un indice d'abondance, comme dans l'analyse précédente en pseudo-équilibre, mais bien 4 ou 5 ou 10 séries d'indices d'abondance qu'on va pouvoir utiliser simultanément. En parallèle de ça, on dispose des captures. Et ce qui est intéressant de noter, donc ce sont les seules données qui sont nécessaires, à part les priors. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il faut que les jeux de données correspondent sur la série temporelle corresponde. Pour autant, si on manque d'indices d'abondance, mais que les captures sont disponibles, on peut quand même réaliser un modèle. C'est-à-dire que des indices d'abondance vont être déduits des captures, mais on aura de fortes incertitudes sur ces estimations. Et comme je le disais, on peut utiliser plusieurs indices d'abondance. En particulier, ici, on va utiliser cette approche pour définir deux blocs différents pour une même survie scientifique. On va développer un petit peu. Et parce que ça va nous permettre en fait d'estimer des capturabilités différentes. Notamment, dans ce cas particulier, on a pu identifier qu'il y a un changement de navire pour lequel il n'y a pas eu d'intercalibration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de campagne qui permette d'établir un coefficient entre l'une et l'autre. Un coefficient dans les abondances qui sont mesurées entre l'ancienne campagne et la nouvelle. On va avoir des mesures qui peuvent varier d'un coefficient. Et cela, ça peut être visualisé, pris en compte via des campagnes d'intercalibration. Ça a été réalisé en Mauritanie pour le changement de l'engin, mais pas pour le changement de navire. Et donc, ici, Jabba va nous permettre, en distinguant une même série temporelle en deux, de prendre en compte potentiellement s'il y a effectivement, oui ou non, une différence dans la capturabilité du navire. Donc pour cette raison, on va faire une première analyse où on utilise 4 indices d'abondance. On va prendre en compte une dérive de la puissance des pêches qui va
explicitement, qui va permettre de prendre en compte que on a un effort qui varie dans le temps autrement que par une augmentation du nombre de navires, mais également du fait de l'amélioration technique et technologique. Et donc cette dérive des puissances de pêche va faire que l'effort nominal augmente à terme. Mais il ne peut pas être déduit simplement en observant les efforts, le nombre de jours passés en mer. Parce que si on a des équipements qui sont plus sophistiqués, alors la pression de pêche est plus importante, mais on ne peut pas s'en rendre compte simplement avec les métriques habituelles. Donc on la prend en compte ici. Et donc comme je le disais, en parallèle de ça, on va distinguer la série temporelle de la survey scientifique mauritanienne en deux segments, entre 82 et 96 et après 96, donc qui est l'année du changement de navire. Et on va créer, donc c'est tout ce qui s'est passé là sur ces segments, c'est un peu du cas particulier, qui va permettre d'étudier, d'analyser un petit peu plus en profondeur dans la suite les analyses. Mais ce qui est important, c'est plutôt ici, c'est qu'on va créer une liste en fait, qui récupère ces CPUE. Et en fait, en créant des listes de cette manière, on va pouvoir réaliser plusieurs runs, plusieurs modèles, enfin faire tourner plusieurs modèles simultanément. Et donc ça constitue un gain de temps assez intéressant. Donc là, on n'aura que deux scénarios. Un scénario 4 indices d'abondance et 5 indices d'abondance, mais on pourrait envisager d'avoir 5, 10 ou plus de scénarios et de faire tourner notre modèle pendant la nuit ou autre. Et de pouvoir réaliser d'autres analyses en parallèle. Ici, de même, on va identifier, enfin, on va créer deux listes pour les captures, ce qui ne serait pas, à proprement parler, nécessaire parce qu'on a les mêmes données de capture. Ensuite, on va passer à la mise en place des priors. Donc les priors, ici on va travailler avec des distributions de probabilité qui vont nous permettre de prendre en compte une certaine incertitude sur les paramètres estimés. Et le fonctionnement de l'inférence bayésienne nécessite qu'on fournisse en entrée une distribution de probabilité. Et donc c'est ce qu'on appelle un prior, une distribution a priori. Et connaissant cette distribution a priori, on va pouvoir récupérer à terme la distribution a posteriori. Et donc celle qui représente l'estimation qu'on récupère de la donnée une fois qu'on a ajouté cette donnée. C'est-à-dire qu'on va partir d'une distribution a priori, de l'information disponible dans nos données, donc l'information a priori, elle vient d'autres analyses qu'on a pu réaliser, de bibliographie. On la complémente des données dont on dispose, à partir desquelles on va pouvoir à terme estimer une distribution a posteriori, et donc une estimation de la valeur du paramètre. Dans le cadre des modèles de production, en particulier, on va avoir 3 ou 4 paramètres à estimer. D'abord, la biomasse K, qui représente la biomasse, enfin la capacité d'accueil d'un milieu, d'un écosystème. Dans Java, on va avoir deux manières de définir ce prior. On peut soit le considérer comme une loi log normale, soit considérer un intervalle entre lesquels il se situe. Si on utilise une loi log normale, alors on va spécifier la moyenne et son écart type. Nous, pour des raisons un peu pratiques, parce que c'est plus visuel, c'est plus parlant, on va utiliser le range, donc un intervalle de valeurs. Et on va spécifier à partir de différentes analyses précédentes que on s'attend à ce que la biomasse à l'état vierge se situe entre 10 000 et 200 000 tonnes. Donc on prend
volontairement un intervalle très large. Mais si on avait les connaissances adéquates, on pourrait spécifier un prior dit très informatif, donc très resserré. On réalise la même opération avec R, sachant qu'on peut le définir de la même manière, soit avec un prior avec une distribution log normale, donc c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il ait ce genre de distribution, et on spécifie la moyenne et son écart type. Et quand on spécifie un intervalle avec une valeur minimale ici et maximale, donc un range, de la même manière, Java va le recalculer comme une loi normale. Et la petite spécificité de R, c'est qu'en plus, on peut récupérer, on peut spécifier un prior via Fishbase, il me semble. C'est ça. On peut récupérer des valeurs de Fishbase, des valeurs un peu qualitatives, où on définit very low, low, medium, high. Comment se situe ce paramètre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le package Fishlife, donc je ne représente pas ici pour des raisons de temps. Mais on va extraire des valeurs avec Fishlife. Et donc, cette fois-ci, on va utiliser la loi de log normale. Le troisième paramètre à estimer, ça va être la biomasse, la première année de données. Et dans Java, il va falloir définir cette biomasse, la première année de données, par rapport à la biomasse à l'état vierge, par rapport à K. Et donc on va donner un prior sur psi, sous forme de loi log normale. Et nous, dans notre cas, on va s'attendre à ce que la biomasse, la première année, soit de 90%, à hauteur de 90% de la biomasse à l'état vierge. Et on va également spécifier un prior très informatif, parce qu'on s'attend à ce qu'il soit à 90%. Ensuite, pour le prior sur M, donc M, c'est, je le rappelle, le paramètre de forme. Donc on peut, quand on étudie la dynamique de la biomasse, on peut utiliser différentes fonctions de production. Et dans le cadre de la fonction de production de Pella-Tomlinson, on va avoir un paramètre M, un paramètre de forme, qu'il va falloir là également, pour lequel il va falloir également spécifier un prior. Là encore, on spécifie cette valeur via l'utilisation de Fishlife. Et donc on va lire tous ces priors. Ensuite, comme je le disais brièvement en introduction, on va s'intéresser à des erreurs sur les modèles d'observation et le processus écologique. Par erreur, il faut comprendre incertitude. On va essayer de capturer ce bruit qui vient de mesures erronées ou d'autres problématiques qu'on a pu rencontrer en travaillant, en réalisant les campagnes scientifiques, et on va le prendre explicitement en compte qu'il y a une certaine variabilité dans notre observation. De même qu'on on utilise un modèle qui simplifie, et donc nécessairement, il n'est pas exact. On accepte cette part de variabilité qui est réelle, qui existe, et on choisit de la modéliser. Et donc cette erreur d'observation, elle peut être estimée, comme écrit là en ligne 642, elle peut être estimée soit à partir de chaque, on va distinguer donc que chaque CPE a sa propre erreur, ou bien par groupe, si on identifie qu'on a des mêmes erreurs, ou bien on la spécifie identique pour tous. Donc on peut
décider de distinguer des degrés d'erreur selon, par exemple, la qualité de la donnée. Cette erreur totale, elle va se décomposer en 3 composantes. Un SE, un écart type qui peut être récupéré de la modélisation. Donc quand on calcule une CPUE ou un indice d'abondance, on peut récupérer un écart type, une variabilité sur notre estimation à chaque année, notre estimation d'abondance de chaque année. On peut avoir une incertitude dessus, on peut la prendre en compte ici. À cela va s'ajouter potentiellement une estimation au sein de Java, et enfin une erreur fixe que l'on peut choisir. Cette erreur totale, on suppose qu'elle est de l'ordre de 10 à 40%. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir d'estimer une erreur d'observation via Java. Cette erreur d'observation, elle va s'appliquer à chaque CPUE. Et en parallèle de ça, on va également ajouter une erreur fixe, ce qui fait partie des bonnes pratiques. C'est important de le prendre en compte si on n'a pas d'incertitude disponible sur les indices d'abondance, qui ne sont pas disponibles, oui. Et ici, on va prendre en compte une incertitude plus faible pour les surveys scientifiques, et un peu plus élevée pour les données commerciales, de l'ordre de 15 et 20%. Évidemment, on pourrait chercher à faire varier ces valeurs et réaliser, par exemple, une étude annexe. En parallèle de ça, on va également prendre en compte une erreur sur le processus écologique. De la même manière, on a un processus, une variable écologique que l'on cherche à estimer. Pour cela, on a développé un modèle qui simplifie la réalité, et donc nécessairement, on se trompe. Il y a une certaine incertitude sur ce modèle, qui par principe, cherche à simplifier la réalité. Donc n'est pas complètement cohérente avec ce qu'on va récupérer. Donc il y a un peu d'aléatoire qu'on va prendre en compte, qu'on va modéliser. Et ici, cet aléa, on peut au choix le définir avec une loi gamma que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme étant informative ou non informative. C'est au choix de chacun et en connaissant son jeu de données, comment il fonctionne. Ici, dans ce cas-là, on va spécifier une loi qui sera très peu informative. De la même manière, il est recommandé d'en prendre une en compte, toujours. Et enfin, le dernier paramètre qui va nous intéresser va être la capturabilité. Pour celui-ci, on ne va pas avoir de prior, mais on va définir une capturabilité pour chaque indice d'abondance. Donc pour chaque indice d'abondance, on a défini une erreur d'observation et une capturabilité. Voilà, donc avec ça, on a vu l'ensemble, toute la paramétrisation d'un modèle. Comment elle se fait? On a rappelé ce qu'étaient les priors, les erreurs d'observation et de processus. Et une fois qu'on a spécifié renseigner toutes ces informations sur les paramètres, on va pouvoir faire tourner le modèle. Quand on veut faire tourner le modèle, on peut le faire de différentes manières. On peut en faire tourner un seul, ou plusieurs. Et comme je le disais depuis dès le début de l'introduction, c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'on va pouvoir réaliser un nombre important d'analyses d'un seul coup, en spécifiant différentes valeurs de paramètres ou autres. Donc on va pouvoir tester différents scénarios assez rapidement et récupérer toutes ces données.
Ici, on va réaliser un modèle de Pella-Tomlinson. On va donc avoir une estimation pour le paramètre de forme M. Et on va décrire un scénario avec une Quick MCMC. Donc je vais rentrer dans le détail juste après. On va construire un objet Java qui va s'appeler Java Input, qui va être ensuite rentré dans la procédure d'ajustement. Ce build Java, il va prendre en compte des captures, une CPUE, notre erreur d'observation fixée, des paramètres de configuration du modèle, donc ça va nous permettre de le nommer. Model type, c'est pour spécifier qu'il s'agit d'un modèle de Pella-Tomlinson. On rappelle tous les priors qu'on utilise. En plus de cela, on va également prendre en compte une variabilité sur les captures de 20%. Et une fois que c'est réalisé, donc si on prend pour... On va le travailler avec les 5 indices d'avance. On peut plotter une première sortie graphique qui nous permet de faire apparaître sur la même graphique l'ensemble des indices d'abondance. Donc ici, je le rappelle, on utilise 5. On va faire une double analyse avec 4 indices d'abondance et 5 indices d'abondance, avec la survie scientifique qui shift en 96. Donc entre 96 et 97, on change de navire. Et une fois qu'on a réalisé l'ensemble de ce travail et qu'on a récupéré donc cet objet Java, on va pouvoir réaliser un fit. Pour réaliser un fit, avec JAGS, on va simuler un nombre important d'estimations. On va réaliser plein de sous-modèles. On va faire tourner plein de fois le modèle et récupérer à chaque fois les estimations de chaque paramètre. Ce qui va nous permettre à terme de reconstituer la distribution de probabilité du paramètre. Donc ça va être NI, le nombre d'itérations, qu'on peut fixer par exemple à 50 000. Donc on va faire 50 000 réalisations de chaque variable aléatoire, qui va donc nous permettre de reconstruire encore une fois cette distribution de probabilité. Et on va le faire 3 fois. On va faire 3 chaînes différentes pour étudier ces itérations. Cependant, ce processus il peut être long. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est une Quick MCMC. Donc on va produire une chaîne MCMC rapide. C'est un paramètre qui est disponible dans Java qui va spécifier qu'on n'utilisera que 2 chaînes et 8000 itérations. Donc nécessairement, ça va avoir certaines conséquences sur les sorties, sur les analyses, mais en première approche, ça peut être intéressant de récupérer assez rapidement certains résultats. Et donc on va quand on va faire tourner cette commande, on va pouvoir réaliser un suivi de l'avancée du modèle, et ça va être assez rapide. Ce qui, une fois encore, si on avait utilisé directement 50 000 itérations et 3 chaînes, aurait pu être beaucoup plus chronophage, et ça vaut le coup de commencer avec quelque chose qui est plus restreint. On va attendre un tout petit peu jusqu'à la fin. Donc j'avais mis sur pause le temps que finisse de tourner le modèle. Et on a, comme vous pouvez le voir en bas de mon écran, on a énormément de sorties qui sont faites sous forme de tableaux, qui rappellent les données d'entrée et qui fournissent
toutes les estimations qu'on a pu obtenir. Donc si on va regarder assez rapidement, donc pour chaque paramètre, on va avoir une estimation. Et ces bornes inférieures et supérieures, qui vont en fait décrire les intervalles de la distribution de probabilité. Et donc voilà, il y a énormément de sorties pour chaque paramètre, pour chaque année également. Donc pour chaque biomasse estimée chaque année, pour chaque indice d'abondance estimé chaque année, on va avoir toutes ces estimations qui ont été réalisées. Et en plus de cela, on va récupérer toutes les itérations, ou presque. Donc pour éviter que le fichier soit trop conséquent, en fait, en réalité, on ne récupère pas exactement toutes les itérations, mais un certain nombre, une proportion. Donc ces itérations, elles sont disponibles et vont nous permettre de reconstruire certaines distributions de probabilité. Donc voilà, tous ces fichiers, ils sont disponibles à terme. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Pour autant, dans la suite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler avec des modèles complets. Et donc, on avait le choix entre réaliser un modèle simple, réaliser plusieurs modèles simultanément, ou on peut également appeler des travaux précédents. Et c'est ce qu'on va faire ici. Et donc dans cette petite boucle, où on a les deux scénarios, pour chaque scénario, on va charger. Donc si je montre... voilà. Donc en réalisant le modèle, on va sauvegarder des objets dans notre espace de travail. Et on peut les rappeler. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Et une fois qu'on les a rappelés sur R, on peut leur redonner un meilleur nom, un nom plus compréhensible. Et donc une fois qu'on a fait tout cela, donc on a été chercher nos données, qu'on a spécifié la paramétrisation de tous nos paramètres, notamment les priors, qu'on a fait tourner le modèle, que tout a été réalisé proprement, eh bien on peut commencer à analyser nos résultats. Mais avant d'analyser les résultats à proprement parler, on va étudier si différentes hypothèses sont valables, sont valides. Et la première d'entre elles, en fait, ça va être la convergence de nos lois de distribution. Et on va regarder brièvement une diapo. Voilà. Donc je reviens ici. On va se concentrer sur ce qui est à gauche du graphique pour commencer. Et donc, comme je le disais, on va avoir une chaîne MCMC. Alors, il y a un petit bug graphique. Tant pis, on va la regarder comme ça. Donc je disais, on va avoir un certain nombre d'itérations pour notre chaîne de Monte Carlo Markov. Et à chacune de ces itérations, on va avoir une estimation d'un paramètre. On peut alors reconstruire ces estimations sous forme d'une distribution de probabilité. Donc c'est ce que je montre ici avec ma souris. Donc sur le graphique de gauche, on a le premier graphique A, puis B, qui correspond à sa loi de densité, à sa distribution de probabilité. Et donc là, on observe qu'il n'y a pas eu de convergence. Au contraire, quand notre chaîne elle est bien proprement resserrée, on va avoir une belle courbe en cloche qui correspond à un modèle qui a convergé. On a une estimation d'un paramètre qui est cohérente. Et ensuite,
on peut réaliser ce travail non pas avec une chaîne, mais plusieurs chaînes. Et c'est ce qu'illustre ce second graphique. Quand on cumule plusieurs chaînes les unes avec les autres, ça peut être intéressant parce que selon les valeurs d'initialisation, donc de là où part notre courbe, on peut ne pas avoir la même convergence, voire ne pas en avoir du tout, donc comme dans le modèle C. Ou au contraire, comme dans A, on ne suit pas le même chemin, on n'a pas les mêmes parcours, pour autant, à terme, on a une convergence. Et dans le modèle B, on a, si on regarde la loi de densité, on aurait également une convergence. Je reviens sur R. Et ici, pour étudier cette convergence, on va récupérer un plot. Alors, pardon, il y a eu un petit cafouillage. Et alors, est-ce qu'il va bien vouloir montrer le graphique? Voilà. Alors, il y a une petite... Donc, désolé encore une fois, il y a eu un petit problème technique. Rien de grave. Et donc, on était en train d'étudier la convergence des paramètres. Et donc ça va être possible avec cette fonction, gbplot ppdist, donc pour la distribution a posteriori et a priori. Et pour chaque paramètre, alors si ça prend un petit peu de temps, normalement ça va actualiser, voilà. Donc pour chaque paramètre, on a K, R, M, Psi, puis les capturabilités. On va avoir la distribution de probabilité a priori en noir et a posteriori en clair. Donc celle a priori, c'est celle qu'on a rentrée par connaissance experte dans le modèle. On l'avait spécifié pour K, R, M et Psi, mais pas pour la capturabilité. Et on avait spécifié quelque chose de très peu informatif pour sigma, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on observe qu'il y a plutôt une bonne superposition entre notre loi a posteriori par rapport à notre loi a priori. Donc, il n'y a pas deux pics qui sont complètement avec une moyenne complètement située à l'opposé, à deux points très éloignés. Ils se superposent, ils se recoupent, d'une part, et d'autre part, on observe de belles courbes en cloche qui nous permet a priori de spécifier afin de statuer sur la convergence du modèle qui est ici bonne pour chaque paramètre. Et c'est pour ça que je comparais avec le précédent, les graphiques qui étaient disponibles dans la diapositive. Une autre sortie disponible, donc en lien avec cette diapositive, ça va être d'identifier les itérations au cours du temps. À mon sens, ce graphique ne permet pas de se rendre compte véritablement de la convergence ou non. Mais on se rend compte tout de même que toutes les données semblent relativement alignées avec la moyenne donc, qui est tracée en rouge. Donc on n'a pas une vraie divergence avec deux points. Enfin, on aurait ce graphe-là qui fait une deuxième courbe au-dessus qui distinguerait vraiment une non-convergence du modèle. Ça n'arrive pas une seule fois ici, a priori. On dispose également de tests de Geweke et de Heidel qui vont nous permettre d'obtenir une p-value en traitant notamment de la stationnarité, c'est-à-dire qu'on va prendre un morceau de cette courbe, de ces itérations, on va la comparer entre le début et la fin, par exemple, et on va se rendre compte si elles ont la même moyenne. Ça nous permet à terme de réaliser un test, si oui ou non on a la même moyenne, et de spécifier si oui ou non il y a une stationnarité dans le modèle. Donc ces tests, ils sont cohérents avec les observations visuelles. Et donc c'est important de joindre ces différentes analyses.
Ensuite, on va s'intéresser à l'analyse des résidus. Donc les résidus, on va s'intéresser à l'écart entre les prédictions et les observations. Et pour ça, dans Java, on dispose d'un graphique très approprié qui va rendre compte avec un code couleur de chaque indice d'abondance. Chaque point représente la valeur observée. Si pour une année on a plusieurs points, on va avoir un boxplot qui va nous permettre de représenter dans quelle mesure il y a une divergence entre les différentes sources de données. Donc on peut observer par exemple qu'en 2005, on a une très forte divergence, un boxplot qui est très étiré, puisque cette année-là on a 3 observations, et la surveille scientifique mauritanienne, elle indique une valeur très inférieure par rapport aux surveilles scientifiques sénégalaises et aux données artisanales sénégalaises, qui sont plutôt dans le positif. Et donc ce point, on va pouvoir également le comparer aux prédictions. Donc on a nos observations et nos prédictions. Pardon, les prédictions ne sont pas ici sur le même graphique, mais on va pouvoir les comparer dans la suite. Et ce premier graphique nous permet également d'obtenir un score RMSE pour Root Mean Squared Error, et qui va permettre de décrire en fait la variation des résidus. En particulier, ça nous permet d'identifier si on s'éloigne fortement de la prédiction, de l'ajustement ou pas. On spécifie que pour une valeur inférieure à 30%, on a un modèle qui a un ajustement relativement plutôt précis, plutôt bon. Et ici, je vous montre, on a fait l'analyse rapidement avec 4 indices d'abondance, mais on pourrait s'intéresser à comparer avec 5 indices d'abondance. Et on va se rendre compte que le RMSE, il perd 5 points. Donc on a un modèle qui est bien plus précis quand on utilise 5 indices d'abondance. Et si on revient à l'analyse à la convergence des capturabilités, on va se rendre compte que les capturabilités Q2 et Q3, qui correspondent aux surveilles scientifiques récentes et anciennes, et bien on a presque un facteur 2 qui les différencie. Donc c'est important ici de différencier a priori la donnée scientifique en 2 blocs de temps. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici. Le modèle il va s'ajuster d'une manière beaucoup plus précise, parce qu'on n'a pas le même facteur d'ajustement, enfin la même capturabilité selon la survey, selon la période à laquelle est réalisée la survey, une fois encore parce qu'il n'y a pas pu avoir de campagne d'intercalibration. Donc ça c'est pour mettre en évidence un intérêt réel de l'utilisation de Java. On peut alors également comparer les observations avec les prédictions, donc sous forme de points, et la prédiction avec des intervalles de confiance. Et enfin, un dernier graphique qui va nous permettre d'étudier la distribution des résidus et de mettre en évidence si oui ou non ils sont aléatoires. En particulier, on va observer que pour la surveille scientifique mauritanienne, on a un nombre important d'observations positives, puis un nombre important d'observations négatives, ce qui dénote d'une corrélation, potentiellement forte. Cette couleur rouge qui est dépeinte en arrière du graphique indique que la distribution aléatoire n'est pas valide ici, on a une corrélation qui est trop importante. Une seconde information que nous apporte ce graphique, c'est si on a ou pas un outlier. C'est-à-dire que pour un ajustement d'une série d'indices d'abondance donnés, on va pouvoir identifier si oui ou non elle est dans l'intervalle de confiance, dans l'intervalle de sa distribution.
Et on observe qu'ici, quand on prend en compte une survie scientifique mauritanienne qui n'est qu'un seul, une seule même survie scientifique, sans prendre en compte ce coefficient d'intercalibration, cette différence de capturabilité, on va avoir une erreur à peu près relativement importante. Et si on compare avec le modèle à 5 indices d'abondance, on se rend alors compte que l'ajustement il est bien meilleur, et également les sorties, enfin les résidus, leur distribution, elle est bien meilleure. On a tout de même pour la seconde période scientifique une distribution qui demeure non aléatoire. Pour autant, on va conserver ce modèle dans la suite de l'analyse. En particulier, ces graphiques nous permettent également d'identifier qu'en 2005, on a une valeur fortement différente et qui n'est pas celle attendue, donc qui est fortement différente des prédictions. Donc ici, ça pourrait être intéressant de savoir s'il n'y a pas eu quelque chose, une anomalie cette année-là. C'est ce qu'on a réalisé, il n'y en avait pas, mais ça permet de mettre en évidence justement et de ramener en fait toutes ces analyses dans une approche très terre à terre, très cohérente, très en lien avec ce qui se fait réellement, ce qui a été réalisé. Ensuite, on va pouvoir encore une fois comparer l'écart entre les prédictions et les observations, mais dans une échelle log. Donc ça permet de repréciser un peu plus précisément, de mieux visualiser les différences, et on observe effectivement que 2005 dénote fortement par rapport aux autres années. Ensuite, si on s'intéresse à l'estimation, à l'erreur de processus, on va se rendre compte que cette estimation, elle est centrée au niveau de 0, et elle reste dans l'intervalle à 95%, sauf en 90. Mais pour autant, on va considérer que cette erreur de processus, elle est cohérente. Donc voilà, ça c'est l'argument pour conserver une erreur de processus avec Java, c'est identifier si la bande à 95% est située au niveau de 0. Et enfin, un dernier graphique qui permet de résumer un petit peu l'évolution de la biomasse, etc. On va réanalyser un petit peu après. Voilà pour cette partie sur la convergence et l'analyse des résidus. Ensuite, on va s'intéresser à l'analyse rétrospective. Donc une analyse rétrospective, ça signifie que pour on va réaliser un nouveau run, une nouvelle analyse, mais en retirant une année. Et cette phase, elle est un peu longue, donc je vais la lancer. On va récupérer directement les résultats que je vais aller chercher. Pardon, on va la faire tourner. On va la faire tourner pour la regarder rapidement. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pour chaque modèle, on va le refaire tourner une fois avec une année de retirée. Et donc, on va réaliser à nouveau toutes les estimations et on va les comparer. Et ça va nous permettre d'identifier s'il y a des patterns dans les estimations. Est-ce qu'on surestime certains paramètres? Pour autant, cette analyse elle va prendre du temps parce qu'on va en fait réaliser la précédente 5, 6, 10 fois, autant de fois qu'on retire d'années. Donc ici, on va faire des MCMC quick, donc rapides, pour un nombre en utilisant, il n'est pas écrit, mais on a ce paramètre pils qui représente le nombre d'années qu'on retire, et on va en retirer 6. Donc c'est le terme qui est utilisé par défaut, donc il apparaissait pas. Voilà, donc on va faire une analyse rétrospective en retirant 6 années. Donc là, l'analyse s'est terminée pour la première année. On a retiré 2019, et à présent on va refaire l'analyse en retirant 2018. Donc je vais faire une pause et
je reviens avec les résultats. Donc ça y est, le modèle a fini de tourner, de réaliser cette analyse rétrospective. Petit détail, j'en ai profité pour aller dans la documentation un peu technique. Et le paramètre pour signifier le nombre d'années que l'on souhaite retirer, c'est pile, c'est égal à une succession de chiffres. Donc si on fait, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5. Donc on retire l'année 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va retirer l'année 2019-1, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. En considérant que l'année 2019 c'est l'année 0. Donc on va bien retirer 6 années. Et si on étudie le plot, on va avoir ces sorties graphiques. Donc on peut les zoomer entre 2000 et 2019. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est si on peut identifier un pattern dans l'analyse rétrospective. Ça signifie qu'on va avoir tendance à, chaque année, la courbe va évoluer dans la même direction. Et ça on va pouvoir l'observer visuellement, mais également avec ce paramètre ρ. Et on va considérer que ρ, si il est en dehors de cet intervalle de moins 0,15 à 0,20, alors il y a un pattern significatif. Ici, on observe qu'on est entre moins 0,06 et 0,06, ce qui signifie qu'on a de légers patterns qui vont tendre à sous-estimer la biomasse et à surestimer la mortalité par pêche, donc on est systématiquement au-dessus ou en dessous. Mais pour autant, on va considérer que ce n'est pas suffisamment élevé, et donc qu'il n'y a pas de patron de surestimation ou de sous-estimation. Et une fois que ça a été réalisé, on peut, en plus de cela, une fois qu'on a réalisé cette analyse rétrospective où on a retiré pas à pas une année, on peut cette fois-ci faire une analyse, une projection, un forecast, mais à partir de ces années retirées. Donc on va parler de hindcast cross-validation. Donc on va rajouter ces années dont on connaît la valeur, l'observation et la prédiction, et on va essayer de voir si notre modèle est capable de prédire correctement. Et ce qui va ressortir de cette analyse, donc on utilise le modèle à 5 indices d'abondance, mais on a un indice d'abondance qui date, qui remonte aux années 97, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser. Et pour autant, on va observer ce genre de graphique. Donc on peut zoomer également sur la période la plus récente. Et on va observer notamment ce score MAS. Ce score MAS, il va permettre de représenter la qualité du modèle enfin sa capacité prédictive. Et un modèle qui renvoie un MAS est égal à 1, c'est un modèle qui n'est pas plus doué qu'une marche aléatoire. Donc on veut idéalement un score MAS inférieur à 1, à minima, inférieur à 1. Or ici, chacun des indices d'abondance a un score supérieur à 1,5, voire plus de 2. On considère donc que ce modèle n'a pas du tout une bonne capacité prédictive. Pour autant, on a validé un ensemble d'hypothèses, de convergence, d'homocédasticité des résidus. On a passé l'analyse rétrospective. On va donc quand même considérer ce modèle. On ne va simplement pas chercher à l'utiliser pour réaliser des projections. Mais ça reste intéressant de réaliser ce genre d'analyse par hindcast qui permet de tester la capacité prédictive du modèle. Et donc voilà, le score devrait être inférieur à 1. Une fois qu'on a réalisé l'ensemble de ces études, on va pouvoir passer aux résultats, qui peuvent se représenter sous différentes formes. Là, je vais tous les représenter assez rapidement. Sachant que
Ça va nous permettre notamment de représenter le surplus de production en fonction de la mortalité par pêche ou encore la biomasse en fonction de F. Et donc on va parler de diagramme de Kobe, donc c'est un petit peu long parce que le modèle est assez conséquent. Ce qui va nous intéresser souvent ce sont ces graphiques là, ou celui-ci plutôt. Le diagramme de Kobe, donc on a F sur FMSY en fonction de B sur BMSY, qui nous permet d'identifier les zones où le stock est en surexploitation ou en bonne exploitation. Donc ici, on va identifier que notre stock est fortement surexploité. De manière analogue à précédemment, juste brièvement, je présente aussi les résultats voilà, un peu graphiques en fonction du temps. Là, donc on a bien estimé la biomasse en fonction du temps, sa dynamique, qui nous permet de récupérer une mortalité par pêche associée. Et en estimant un FMSY et un BMSY, on peut ramener ces biomasses estimées et ces mortalités estimées à cette valeur de référence. Et ensuite les représenter dans des graphiques qui nous permettent de rendre compte de l'état d'exploitation du stock. Et de manière analogue au modèle, à l'ajustement au pseudo-équilibre, on peut à nouveau réaliser ce genre de tableaux qui nous permettent de comparer nos résultats entre un scénario avec 5 indices d'abondance et 4 indices d'abondance, et on va pouvoir observer qu'il y a quand même de fortes variations dans les paramètres estimés. En particulier, si on s'intéresse au F sur FMSY, on a presque 3 points de différence, 2,5 points. Voilà pour l'analyse sous Java, donc la vidéo est un peu plus longue parce qu'elle est beaucoup plus conséquente. On a pris un peu le temps de reprendre assez step by step l'ensemble des analyses liées à la convergence, aux résidus, analyse rétrospective de Handcast, donc de cross-validation, et des résultats. Et ce qui ressort donc de ce modèle, c'est qu'il va être tout de même beaucoup plus complexe, que le modèle précédent, donc en pseudo-équilibre. Donc ça va demander une forte prise en main de l'outil pour pouvoir l'utiliser de manière correcte. Mais pour autant, c'est un package donc, qui est bien plus fourni, qui permet des sorties graphiques beaucoup plus détaillées, et qui a cette approche à inférence bayésienne qui est vraiment très intéressante, notamment parce qu'elle nous permet de récupérer des intervalles de confiance, notamment comme on peut l'illustrer sur ce graphique. On a une incertitude, un intervalle de confiance, un degré de confiance sur l'estimation finale de nos points de référence. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Les prochaines porteront sur les fréquences de taille. Bonne continuation.